Neil Gaiman, la présidence d'octobre. Octobre présidé. La soirée était donc très fraîche, et des feuilles rouges ou orangées tombaient en tourbillonnant des arbres entourant la clairière. Assis tous les 12 autour d'un feu de camp, ils faisaient griller de grosses saucisses empalées sur des bâtons, d'où jaillissait une graisse qui arrosait en crépitant les branches de pommier enflammées, et ils buvaient du cidre frais, fort et acide. Avril prit une bouchée délicieuse de sa saucisse, qui explosa sous ses dents et lui inonda le menton de jus brûlant. Saloperie de puriture, jura-t-elle. Le trapu Mars, assis près d'elle, eut un rire bas et salace, puis tira un grand mouchoir sale. Tiens, dit-il. Avril s'essuya le menton. Merci, ce satané sac de tripes m'a brûlé. Demain, j'aurai une ampoule. De l'autre côté du feu de camp, Septembre bâilla. Qu'est-ce que tu peux être hypocondriaque, soupira-t-il, et je ne parle même pas de ton langage. Il avait une très fine moustache, comme tracée au crayon. Son front dégarni paraissait haut et sage. Fichu la paix, intervint Mai. Les cheveux noirs coupés ras, chaussés de bottes toutes simples, elle fumait un petit cigarillo brun qui dégageait un fort parfum de clous de girofle. Elle est sensible. Oh, je t'en prie, soupira Septembre. Épargne-moi ce couplet-là. Octobre, conscient de son rôle de président, but une gorgée de cidre, s'éclaircit la voix et déclara « Bon, allez, qui veut commencer ?» Il occupait un fauteuil sculpté dans un grand bloc de chêne, incrusté de frêne, de cèdre et de merisier. Les 11 autres se partageaient des souches régulièrement disposées autour du petit feu de camp que des années d'usage avaient rendu lisse et confortable. « Et les minutes ?» demanda Janvier. « On fait toujours des minutes quand je préside. »« Mais tu ne présides pas en ce moment, n'est-ce pas, très cher ?» fit Septembre. Élégante incarnation de la fausse sollicitude. « Et les minutes ?» répéta Janvier. « On ne peut pas les ignorer. »« Que ces petites connes se débrouillent, » lâcha Avril en passant la main dans ses longs cheveux blonds. « Et je pense que Septembre devrait commencer. » Septembre se rengorgea et hocha la tête. « J'en serais ravi, dit-il. »« Eh !» s'exclama Février. « Je n'ai pas entendu le président ratifier ça. Personne ne commence avant qu'Octobre ne l'ait dit, et ensuite, personne d'autre ne parle. Est-ce qu'on pourrait avoir un vague semblant d'ordre ici ?» Petit, pâle, entièrement vêtu de bleu et de gris, il considéra les autres tour à tour. « C'est bon, dit Octobre. » Sa barbe, broussaille anarchique qui couvrait le bas de son visage, abritait toutes les couleurs d'un bosquet d'automne, brun, sombre, flamboyant, orangé et lit de vin. Ses joues étaient aussi rouges que des pommes d'api. Il ressemblait à un ami, quelqu'un qu'on a connu toute sa vie. Que Septembre commence, il faut bien se lancer. Septembre fourra l'extrémité de sa saucisse dans sa bouche, mâcha délicatement, puis vida sa tasse de cidre. Se levant, il s'inclina devant la compagnie et prit la parole. Laurent Delisle était le meilleur chef de tout Seattle, ou du moins l'estimait-il, et les étoiles Michelin inscrites sur sa porte le confortaient dans son opinion. C'était en vérité un cuisinier remarquable. Sa brioche à l'émincé d'agneau lui avait valu plusieurs prix. Sa caille fumée, accompagnée de ravioles aux truffes blanches, avait été décrite dans le Gastronome comme la 10e merveille du monde. Mais c'était sa cave. Ah, sa cave, qui faisait sa fierté et sa passion. Je comprends cela. On vendange en moi les derniers raisins blancs, et l'essentiel des rouges. J'apprécie les bons vins, leur bouquet, leur goût et même leur arrière-goût. Laurent Delisle achetait les siens lors de ventes aux enchères, à des amateurs ou à des négociants réputés. Il tenait à ce que chaque vin ait un pédigré, car les fraudes ne sont hélas que trop courantes lorsque la bouteille se vend 5, 10 ou 100 000 $, livres sterling ou euros. Le trésor, la perle le plus rare entre les rares, le nec plus ultra de sa cave climatisée, était une bouteille de Château Lafite 1902. Elle figurait sur sa carte des vins au prix de 120 000 $, bien qu'elle fût à dire vrai inestimable, car c'était la dernière de sa catégorie. « Excuse-moi, » intervint poliment Hoult. « C'était le plus gros de tous. Ses cheveux fins étaient peignés en mèches, dorées, éparses, en travers de son cuir chevelu rose. » Septembre jeta un regard furieux à son voisin. « Oui. »
Est-ce que c'est celle où un type bourré de fric commande le vin pour accompagner son dîner, et le chef décide que le plat commandé n'est pas assez bon pour le vin, si bien qu'il en prépare un autre, et le Richard en prend une bouchée, mais il a quoi? Une espèce d'allergie rare, il meurt subitement, et personne ne boit le vin au bout du compte? Septembre ne répondit pas. Ses yeux, en revanche, se firent très éloquents. Parce que si c'est celle-là, tu nous l'as déjà raconté. Il y a des années, elle était idiote à l'époque, et elle l'est encore. Hoot sourit. Ses joues roses luisaient à la lueur du feu. Visiblement, pathos et culture ne sont pas du goût de tout le monde, dit Septembre. Il y a des gens qui aiment les barbecues et la bière, alors que certains d'entre nous préfèrent. Écoute, ça m'ennuie de le dire, mais il n'a peut-être pas tort, déclara Février. Il faut que ce soit une histoire inédite. Septembre haussa un sourcil et pinça les lèvres. J'ai terminé, dit-il brusquement, avant de se rasseoir sur sa souche. Les mois de l'année se regardèrent, les uns les autres, par-dessus le fond. Juin, timide et apprêté, leva la main. J'en ai une sur une responsable des appareils de contrôle à rayon X de l'aéroport LaGuardia, qui peut lire tout ce qui concerne les gens dans les contours de leurs bagages sur l'écran. Et un jour, elle voit une image d'une valise tellement belle qu'elle tombe amoureuse du propriétaire. Et elle doit deviner de quelle personne dans la file il s'agit. Mais elle n'y arrive pas. Et du coup, elle se morfond pendant des mois. Quand l'homme repasse enfin, elle le reconnaît. Cette fois-ci, et c'est un vieil Indien tout ridé, alors qu'elle, elle est noire, jolie, et elle a dans les 25 ans. Donc elle comprend que ça ne marchera jamais, et elle le laisse partir. Parce qu'elle voit aussi, à la forme de ses bagages sur l'écran, qu'il va mourir bientôt. C'est parfait, ma petite Juin, dit Octobre. Tu n'as qu'à nous raconter celle-là. Juin le fixa tel un animal effrayé. Je viens de le faire, dit-elle. Il hocha la tête. Oui, c'est vrai, admit-il avant qu'aucun des autres ne pût dire quoi que ce fût. Puis il ajouta. Est-ce qu'on passe à mon histoire à moi, alors? Février renifla. Qu'est-ce que tu fais de l'ordre, mon grand? Le président ne raconte son histoire que quand on a tous terminé, nous autres. On ne peut pas passer directement au bouquet final. Mai était en train de poser une douzaine de châtaignes sur la grille, au-dessus du feu, les déplaçant à l'aide de ses pincettes pour former des motifs. Laisse-le raconter son histoire s'il en a envie, dit-elle. Dieu sait qu'elle ne pourra pas être pire que celle du vin. Et il faut que je rentre, moi. J'ai plein de choses à faire. Les fleurs ne vont pas éclore toutes seules. Tous ceux qui sont pour? Tu demandes un vote formel là-dessus, s'exclama Février. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire une chose pareille. Il s'épongea le front à l'aide d'une poignée de mouchoirs en papier tiré de sa manche. 7 mains se levèrent. 4 personnes gardèrent la leur baissée. Février, septembre, janvier et juillet. Moi, ça n'a rien de personnel, dit Juillet. Gêné, c'est une pure question de procédure. Il ne faut pas établir des précédents. C'est entendu. Donc, conclut Octobre, quelqu'un désire-t-il dire quelque chose avant que je commence? Oui, fit Juin. Des fois, j'ai l'impression qu'on nous regarde depuis le sous-bois. Et quand je tourne à terre, il n'y a personne. Mais l'impression demeure. C'est parce que t'es folle, dit Avril. Ah, lança Septembre à la cantonade. Ça, c'est bien notre Avril. Sensible, mais toujours la plus cruelle d'entre nous. Assez, trancha Octobre. Il s'étira sur son fauteuil, puis brisa une noisette entre ses dents, et la sortit de sa coquille, dont il jeta les fragments dans le feu, produisant sifflements, crachotements et petites détonations. Enfin, il commença. Il était une fois, dit Octobre, un petit garçon qui était très malheureux chez lui, bien qu'on ne le battît pas. Il s'intégrait difficilement dans sa famille, dans sa ville, et même dans sa vie. Il avait 2 frères plus âgés que lui, des jumeaux, qui lui faisaient du mal, ou bien l'ignoraient, et étaient très populaires. Tous les 2 jouaient au foot. Lors de certains matchs, l'un marquait plus de points et devenait le héros. Lors de certains autres, c'était le second. Leur cadet, lui, ne jouait pas au football. Il lui avait trouvé un nom. Il l'appelait l'Avorton. Il l'avait appelé l'Avorton dès sa naissance, et au début, leur père et leur mère le leur avaient reproché. Mais c'est vrai, l'Avorton de la fratrie, avait répondu les jumeaux. Regardez-le, regardez-nous. Ils avaient alors 6 ans. Aussi les parents avaient-ils jugé de cela très mignon. Bientôt, un nom tel que l'Avorton pouvant se révéler contagieux, les seules personnes à appeler encore le garçon Donald furent sa grand-mère, lorsqu'elle lui téléphonait pour son anniversaire, et celles qui ne le connaissaient pas.
Or donc, peut-être parce que les noms ont du pouvoir, il resta bel et bien un avorton, maigre, petit et nerveux. Il était né avec le nez qui coulait, et 10 ans plus tard, cela n'avait pas changé. Pendant les repas, si les jumeaux aimaient se conserver, il lui volait sa part. S'il n'aimait pas, il s'arrangeait pour déposer la leur dans son assiette, et on lui reprochait ensuite de gâcher de bons mets. Leur père ne manquait jamais un match de foot. Il offrait ensuite une glace aux jumeaux qui avaient marqué le plus de points, et une glace de consolation à l'autre. Leur mère se disait journaliste, quoique l'essentiel de son travail consistait à vendre des emplacements publicitaires et des abonnements. Elle avait repris un emploi à temps complet dès que les jumeaux avaient pu se débrouiller seuls. Les camarades de classe du petit garçon admiraient ses deux aînés. Ils l'avaient appelé Donald pendant plusieurs semaines au cours préparatoire, jusqu'à ce que leur parvint la nouvelle que ses frères l'appelaient l'avorton. Ses instituteurs, eux, lui donnaient rarement le moindre nom, mais on les entendait parfois entre eux que le plus jeune des enfants cauvés n'ait ni le courage, ni l'imagination, ni la vitalité des jumeaux. L'avorton n'eût pu dire à quel moment il avait pris la décision de s'enfuir, ni quand ce rêve avait franchi la frontière pour devenir projet. Lorsqu'il admit pour lui-même qu'il allait partir, il avait déjà caché derrière le garage, sous une bâche en plastique, une boîte Tupperware contenant 3 Mars, 2 Milky Way, un sac de noix, un sachet de réglisse, une torche électrique, plusieurs journaux illustrés, un paquet de bœuf séché et 37$, essentiellement en pièces de 25 cents. Il n'aimait pas le bœuf séché, mais il avait lu l'histoire d'explorateurs ayant survécu pendant plusieurs semaines en ne mangeant rien d'autre. Ce fut lorsqu'il déposa ce dernier paquet dans le Tupperware, dont il referma le couvercle avec un petit claquement, qu'il sut devoir s'enfuir. Il avait lu des livres, des journaux et des magazines. Il n'ignorait pas qu'un fugueur rencontrait parfois de méchantes gens faisant de mauvaises choses. Toutefois, il avait aussi lu des contes de fées, et savait donc que le monde accueillait de braves gens aux côtés des monstres. L'avorton était un garçon de 10 ans, chétif, petit, la goutte au nez, et dépourvu d'expression. Si on tentait de le repérer au milieu d'un groupe d'enfants, on se trompait. C'était l'autre, là, sur le côté, celui sur lequel glissait le regard. Durant tout le mois de septembre, il reporta son départ. Il lui fallut vivre un très mauvais vendredi, au cours duquel ses deux frères s'assirent sur lui. Celui qui était sur son visage lâcha un vent en explosant de rire, pour se persuader que les monstres qui l'attendaient dans le monde, quels qu'ils fussent, seraient supportables, voire préférables. Le samedi, les jumeaux étaient censés s'occuper de lui, mais ils ne tardèrent pas à se rendre en ville pour voir une fille qui leur plaisait. L'avorton passa derrière le garage, sortit sa boîte Tupperware de sous la bâche en plastique et la monta dans sa chambre. Ayant vidé son cartable sur son lit, il y rangea ses confiseries, ses journaux, ses pièces de monnaie, son bœuf séché. Ensuite, il emplit d'eau une bouteille de soda vide. Il marcha jusqu'à la ville, monta dans un autocar qui partait vers l'ouest et parcourut ainsi une distance de 10$ en pièces de 25 cents, jusqu'à un lieu qu'il ne connaissait pas, mais qui lui parut être un bon point de départ. Descendu du car, il se mit à marcher. Il n'y avait plus de trottoir, si bien que lorsque passaient des voitures, il se réfugiait dans le fossé. Le soleil était haut dans le ciel. Ayant faim, l'avorton fouilla dans son cartable et en sortit une barre Mars. Quand il l'eut mangée, il se rendit compte qu'il avait soif. Aussi but-il presque la moitié de l'eau contenue dans sa bouteille, avant de réaliser qu'il allait devoir la rationner. Il avait cru qu'une fois hors de la ville, il trouverait partout des sources d'eau fraîche, mais il n'en avait encore vu aucune. Il croisa toutefois un fleuve qui coulait sous un large pont. Le garçon s'arrêta au milieu du dit pont pour contempler les eaux brunes. Il se rappela une chose qu'on lui avait apprise à l'école. Tous les fleuves finissaient par se jeter dans la mer. Il n'était jamais allé au bord de la mer. Descendant jusqu'à la rive, il se mit à suivre le cours d'eau. Il y avait là un chemin boueux, sur lequel une canette de bière ou un emballage en plastique prouvait de temps à autre qu'il y avait du passage. L'avorton, toutefois, ne vit personne. Il acheva son eau, se demandant si on avait déjà commencé à le chercher. Il imaginait voitures de police, hélicoptères et chiens qui tous tentaient de le retrouver. Il leur échapperait. Il atteindrait la mer. Le fleuve franchissait des rochers avec force éclaboussure. L'enfant vit un héron bleu aux larges ailes glisser non loin de lui, et aussi des libellules solitaires de fin de saison. Parfois, de petits nuages de moucherons qui profitaient de l'été indien. Comme le ciel adoptait le gris du crépuscule, une chauve-souris se mit à fendre l'air pour attraper des insectes en plein vol.
L'avorton se demanda où il allait pouvoir passer la nuit. Bientôt, le chemin se divisa. Il choisit la direction qui s'éloignait du fleuve, espérant qu'elle le mènerait à une maison ou à une ferme flanquée d'une grange inoccupée. Il marcha un certain temps, tandis que le crépuscule s'épaississait, jusqu'à ce qu'au bout du sentier, il trouva effectivement une ferme à demi effondrée et d'aspect déplaisant. Il la contourna, de plus en plus certain que rien ne pourrait le contraindre à y entrer, puis il escalada la clôture, démolie d'un ancien pâturage, et s'allongea dans les hautes herbes avec son cartable en guise d'oreiller. Étendu sur le dos, tout habillé, les yeux fixés sur le ciel, il n'avait pas le moins du monde sommeil. Là, ils se sont rendus compte que j'ai disparu, se dit-il. Ils doivent s'inquiéter. Il imagina son retour chez lui, après plusieurs années. La joie des membres de sa famille lorsqu'il remonterait l'allée de la maison, leur accueil, leur amour. Quelques heures plus tard, il s'éveilla sous un clair de lune éclatant. Il voyait tout le monde entier, aussi clairement qu'en plein jour, mais pâle et dépourvu de couleur. Au-dessus de lui, la lune était pleine, ou peu s'en fallait. Et il s'imagina voir dans les ombres et les textures de sa surface un visage qui le regardait, non sans sollicitude. « D'où viens-tu » demanda une voix. Il s'assit, nullement effrayé, pas encore, et regarda autour de lui. Des arbres, des hautes herbes. Où êtes-vous ? Je ne vous vois pas. Quelque chose qu'il avait pris pour une ombre bougea près d'un arbre, au bord du pré, et il découvrit un garçon de son âge. Je m'enfuis de la maison, dit-il. Dis donc, il a dû te falloir beaucoup de courage, apprécia l'inconnu. L'avorton sourit avec fierté. Il ne savait que dire. Tu veux marcher un peu lui demanda l'autre garçon. Et comment répondit-il. Il déposa son cartable près d'un poteau de la clôture afin de le retrouver facilement. Tous les deux descendirent le long d'une pente à bonne distance de la vieille ferme. Est-ce que c'est habité demanda l'avorton. Pas vraiment, répondit son compagnon. Il avait de fins cheveux blonds qui paraissaient presque blancs sous la lune. Des gens ont essayé d'y vivre il y a longtemps, mais ça leur a pas plu, et ils sont partis. Ensuite, d'autres se sont installés, mais personne n'y habite en ce moment. Comment tu t'appelles ? Donald, répondit-il, avant d'ajouter, mais on m'appelle l'avorton. Et toi, on t'appelle comment ? L'autre garçon hésita. Regret, dit-il enfin. C'est un chouette nom. J'en avais un autre autrefois, mais j'arrive plus à le lire, précisa-t-il. Ayant franchi un grand portail en fer forgé, rouillé, mi-ouvert, mi-fermé, ils se retrouvèrent dans le petit pré qui s'étendait au bas de la pente. C'est sympa ici, dit l'avorton. Il y avait là des dizaines de pierres de toute taille, des grandes plus hautes que l'un ou l'autre des garçons, et des petites tout juste assez grosses pour qu'on s'assoie dessus. Quelques-unes étaient brisées. L'avorton savait dans quel genre d'endroit il se trouvait, mais cela ne l'effrayait pas. C'était un lieu aimé. Qui est enterré là ? demanda-t-il. Dans l'ensemble, de braves gens, répondit Regret. Autrefois, il y avait une ville là-bas, derrière les arbres. Mais quand la voie ferrée est arrivée, on a bâti une gare dans la ville suivante. La nôtre s'est plus ou moins desséchée, effondrée, et elle a été emportée par le vent. Maintenant, à la place, il y a les broussailles et des arbres. Les arbres, on peut se cacher dedans, et puis rentrer dans les vieilles maisons et ressortir par les fenêtres. Est-ce qu'elles sont comme la ferme là ? Les maisons, demanda l'avorton, qui ne voulait pas y entrer si tel était le cas. Non, répondit Regret. Personne n'y va à part moi. Et des animaux, des fois. Je suis le seul enfant dans le coin. J'avais deviné. Peut-être qu'on pourrait y aller jouer, proposa-t-il. Ça serait super. C'était une magnifique nuit de début octobre, presque aussi chaude qu'en été. Avec la pleine lune de l'équinoxe qui dominait le ciel, on voyait tout. C'est laquelle, la tienne ? demanda l'avorton. Regret se redressa fièrement et le prit par la main. Il l'entraîna jusqu'à un coin du pré envahi par la végétation. Les deux garçons écartèrent les hautes herbes. Dans la pierre posée à plat sur la terre, on avait gravé des dates remontant à une centaine d'années. L'essentiel de l'inscription était effacé, mais sous les chiffres on distinguait les mots. Regrets éternels. Jamais nous n'oublierons, j'imagine, déclara Regret. Oui, c'est ce que je dirais aussi, approuva l'avorton. Ils franchirent à nouveau la grille, descendirent une combe et pénétrèrent dans les ruines de la vieille ville. Des arbres poussaient à travers certaines maisons, et certains bâtiments s'étaient effondrés, mais ça n'avait rien d'effrayant. Ils jouèrent à cache-cache, ils firent de l'exploration. Regret montra à son compagnon un certain nombre de sites très plaisants, notamment une chaumière formée d'une seule pièce, dont il affirma que c'était la plus vieille demeure de la région. Compte tenu de son âge, elle était en fort bon état.
On voit super bien en clair de lune, remarqua le nouveau venu en ces lieux. Même à l'intérieur. Je savais pas que c'était si facile. Ouais, dit Regret. Et au bout d'un moment, on y voit même quand il n'y a pas de lune. L'avorton en était jaloux. Il faut que j'aille aux toilettes, dit-il au bout d'un moment. Il y a un endroit pour ça par ici. Son camarade de jeu réfléchit un instant. Je sais pas, admit-il. Je fais plus ces trucs-là, moi. Il reste quelques WC d'extérieur debout, mais ils sont peut-être dangereux. Tu ferais mieux de faire ça dans les bois, tout bêtement. Comme un ours, conclut l'avorton. Il sortit par derrière, pénétra dans les bois qui jouxtaient la chaumière, et se soulagea derrière un arbre. N'ayant encore jamais fait cela en plein air, il eut l'impression d'être un animal sauvage. Une fois qu'il eut terminé, il s'essuya avec des feuilles mortes, puis retourna devant la maison. Regret l'attendait, assis dans une flaque de clair de lune. Comment t'es mort demanda l'avorton. Je suis tombé malade. Ma maman a pleuré et a hurlé. Quelque chose de bien. Et ensuite, je suis mort. Si je restais ici avec toi, il faudrait que je sois mort aussi, demanda l'avorton. Peut-être, dit Regret. Ma foi, ouais, je crois bien. C'est comment être mort? Ça me dérange pas. Le pire, c'est d'avoir personne avec qui jouer. Mais il doit y avoir des tas de gens dans le pré là-bas. Ils jouent jamais avec toi? Ben non. La plupart du temps, ils dorment. Et même quand ils marchent, ils veulent pas aller se promener juste pour voir des trucs, pour faire quelque chose. Ils s'intéressent pas à moi. Tu vois l'arbre là? C'était un hêtre à l'écorce grise, et lisse, craquelé par l'âge. Il se dressait au milieu de ce qui avait dû être la place du village 90 ans plus tôt. Ouais, dit l'avorton. Ça te dirait d'y grimper? Il a l'air plutôt haut. Il l'est, carrément haut. Mais il est facile à escalader, je vais te montrer. Et il était bel et bien facile à escalader. Son écorce fournissait des prises pour les mains. Si bien que les deux garçons montèrent tout en haut du grand être, tels deux singes, ou deux pirates, ou deux guerriers. Du sommet, on découvrait le monde entier. Le ciel commençait à s'éclaircir juste un peu, à l'est. Tout était dans l'attente. La nuit s'achevait. Le monde retenait son souffle, se préparant au recommencement. C'était la meilleure journée que j'ai jamais passée, déclara l'avorton. Moi aussi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais pas. Il s'imagina continuant de traverser le monde jusqu'à la mer. Il s'imagina grandissant, vieillissant, s'élevant lui-même à la va comme je te pousse. À un moment quelconque, il deviendrait fabuleusement riche. Il retournerait alors à la maison qui abritait les jumeaux. Il garerait sa merveilleuse voiture juste devant leur porte, à moins qu'il n'aille assister à un match de football. Dans son imagination, ses frères n'avaient ni vieilli ni grandi, et il poserait sur eux un regard empli de tendresse. Il leur offrirait à tous, aux jumeaux et à ses parents, un repas dans le meilleur restaurant de la ville. Et eux lui diraient combien il avait mal compris, maltraité. Il lui présenterait leurs excuses. Il pleurerait, et durant tout ce temps, il ne dirait rien. Il laisserait leurs excuses déferler sur lui. Ensuite, il offrirait à chacun un présent. Puis il sortirait à nouveau de leur vie, cette fois pour de bon. C'était un rêve agréable. En réalité, il le savait, il continuerait de marcher. Il serait retrouvé le lendemain ou sur le lendemain, rentrerait chez lui, où on lui hurlerait dessus, et tout redeviendrait comme avant. Jour après jour, heure après heure, jusqu'à la fin des temps. Il serait de nouveau l'avorton, mais en plus, tout le monde serait furieux contre lui, parce qu'il avait osé s'enfuir. Il faut que j'aille au lit bientôt, dit Regret. Il commença à redescendre du grand être. Redescendre était plus difficile que monter, constata son compagnon. On ne voyait pas où on mettait les pieds, et il fallait tâter le terrain pour trouver des prises. À plusieurs reprises, il glissa et faillit tomber. Regret, qui le précédait, lui donnait toutefois des indications, telles que « un peu à droite maintenant », si bien qu'ils arrivèrent tous les deux en bas sans accident. Le ciel continuait de s'éclaircir, la lune de s'évanouir, et on y voyait moins bien. Les deux garçons retournèrent en haut de la combe. Parfois, l'avorton n'était pas sûr que Regret fût encore là. Mais lorsqu'il arriva au sommet, il le vit qui l'attendait. Ils parlèrent fort peu, tandis qu'ils gagnaient le pré joncé de pierres. Bras dessus, bras dessous. Et ils remontèrent la pente d'un même pas. Bon, dit Regret. Eh bien, merci d'être passé. Je me suis bien amusé. Oui, moi aussi. Dans les bois, quelque part, un oiseau se mit à chanter. Et si je voulais rester? Fit l'avorton sur une soudaine impulsion, puis il s'interrompit. Je n'aurais peut-être jamais d'autre chance de tout changer, songea-t-il. Il n'arriverait jamais à la mer, on ne le lui permettrait pas. Un long chemin, l'autre garçon demeura muet. Le monde était gris, d'autres oiseaux se joignirent au premier. Je n'y peux rien, dit enfin Regret. Mais eux peut-être, qui ça? Ceux qui sont là-dedans.
L'enfant blond désigna la ferme délabrée aux vitres brisées, déchiquetée, qui se découpait contre l'aurore en haut de la pente. La lumière grise ne l'avait pas changé. L'avorton frissonna. Il y a des gens là-dedans s'étonna-t-il. Tu disais pas que c'était vide? C'est pas vide, fit Regret. J'ai dit que personne n'y habitait. C'est deux choses différentes. Il leva les yeux vers le ciel. Il faut que j'y aille maintenant. Il pressa la main de son nouvel ami. Puis soudain, il ne fut tout bonnement plus là. L'avorton demeura seul au milieu du petit cimetière, à écouter le chant des oiseaux apporté par la brise matinale. Puis, il se remit en marche vers le haut de la pente. Seul, c'était plus difficile. Il ramassa son cartable là où il l'avait laissé et mangea son dernier Milky Way, en contemplant le bâtiment délabré. Les fenêtres vides de la ferme étaient pareilles à des yeux fixés sur lui. Il faisait plus sombre à l'intérieur, plus sombre que tout. Le garçon se frayait un chemin à travers la cour envahie par les mauvaises herbes. La porte d'entrée, pour l'essentiel, était tombée en poussière. Sur le seuil, il hésita, se demandant si tout cela était bien sage. Une odeur d'humidité montait à ses narines, d'humidité, de pourriture et d'autres choses encore, en dessous. Il lui semblait entendre bouger dans les profondeurs de la maison, à la cave ou au grenier. Des pas traînants, peut-être, ou des petits bonds. C'était difficile à déterminer. Finalement, il entra. Nul ne prononça un mot lorsqu'il eut terminé. Octobre remplit de cidre sa tasse en bois. La vida, puis l'emplit à nouveau. C'était une histoire, commenta Décembre. On peut au moins dire ça. Il frotta du poing ses yeux bleu pâle. Le feu était presque éteint. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite demanda Juin, nerveuse, après qu'il est entré dans la maison. Mais sa voisine lui posa la main sur le bras. Il vaut mieux ne pas y penser, dit-elle. Quelqu'un d'autre veut prendre son tour, sans qui outre? Seul le silence répondit. Alors je crois qu'on a terminé. Il faut une motion officielle, fit remarquer Février. Tous ceux qui sont pour, lança Octobre. Il y eut un chœur de oui. Tous ceux qui sont contre, silence. En ce cas, je déclare la séance levée. Tous se remirent sur leurs jambes, en s'étirant, en bâillant, puis ils tournèrent le dos au feu pour s'enfoncer dans le sous-bois, individuellement ou par groupe de 2 ou 3, jusqu'à ce que ne reste présent qu'Octobre et son voisin. La prochaine fois, ce sera ton tour de présider, déclara le premier. Je sais, dit Novembre, le teint pâle, les lèvres fines. Il aida Octobre à quitter son fauteuil de bois. J'aime bien tes histoires. Les miennes sont toujours trop sombres. Je ne suis pas d'accord. C'est juste que tes nuits sont plus longues et que tu n'es pas aussi chaud. Quand tu le dis comme ça, je me sens mieux, avoua Novembre. Je suppose qu'on ne peut pas changer ce qu'on est. C'est tout à fait ça, conclut son frère. Et ils s'éloignèrent des braises orangées du feu, la main dans la main, emportant leur récit avec eux au cœur des ténèbres.